Donc là, c'est la première session du format 2 heures, c'est-à-dire les grands thèmes qui ont été définis par le Conseil scientifique et éthique, les 4 grands sujets qui nous a semblé important de présenter. Donc, comme animation, vous avez Flora Bolter, qui est donc coprésidente du Centre LGBT Paris-Île-de-France, et le professeur Christian Hervé, qui est directeur du laboratoire d'éthique médicale et de médecine légale de l'Université Paris-Descartes, et également, c'est surtout à ce titre-là, président de la Société française et francophone d'éthique médicale, qui est un de nos partenaires sociétés savantes de la conception du colloque. Merci Gérard. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je vais m'avancer, c'est beaucoup mieux. Déjà, peut-être pour reprendre et rebondir sur ce que tu viens de dire et souligner l'importance de cette journée et dans sa conception même. Depuis maintenant 2-3 ans, en tout cas à l'université René Descartes, qui est la mienne comme celle de notre collègue qui fera la conférence d'éthique demain, eh bien, nous essayons de faire un rapprochement avec les associations de manière à travailler ensemble. Et cette journée est particulièrement importante, justement, puisque nous avons besoin, autant dans les nouveaux paradigmes que nous devons, les différentes appréciations, comment dire, du réel sur lequel nous devons travailler, eh bien, nous devons inclure totalement le social et en particulier les associations. Donc voilà ce que je voulais dire. Et très rapidement, peut-être m'inspirer par rapport au thème lui-même, qui est peut-on être en bonne santé physique ou mentale dans une société hétéronormée et sérophobe? Et on a parlé tout à l'heure des médecins, et en particulier de l'accès aux soins. C'est évident que nous devons réfléchir avec vous, et nous avons déjà commencé avec le directeur, justement, qui s'occupe de ces questions au niveau du ministère de la Santé, là, pour voir comment, en termes de diplôme d'université, nous pourrions enrichir ce que nous faisons déjà contre la discrimination, pour la prise en charge des particularités des différentes personnes. Donc ceci pour montrer comment cette journée est particulièrement importante, et nous espérons de la même manière au niveau des professionnels pour répondre à la question qui avait été posée, et en particulier dans un Conseil national de médecine légale et d'expertise médicale qui s'occupe des normes et qui est là par rapport aux médecins à leur rappeler non seulement les droits des usagers, mais surtout leurs devoirs, et en particulier, bien sûr, le secret médical. Donc tous ces éléments-là sont des éléments de construction, et je remercie tout à fait les organisateurs de nous donner cet élément par le travail que nous allons faire ensemble. Donc, puisque je parlais d'association et de collaboration, si vous voulez bien prendre la parole, madame. Merci beaucoup. Donc, je reprends la parole et simplement pour vous dire voilà, que je suis donc Flora Bolter, je suis coprésidente du Centre LGBT Paris-Île-de-France, que vous connaissez peut-être, en tout cas si vous êtes de la région. Le Centre LGBT, c'est un lieu qui agit depuis 1993, donc qui est un lieu qui est en place depuis un certain temps. Ce n'est pas le cas de toutes les structures en France. C'est un lieu qui est ouvert à tous et au public, donc tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Et qui fait un accueil un peu généraliste, donc qui est sur de nombreux aspects. La santé, pour nous, bien évidemment, je ne vais pas faire une intervention à proprement parler, simplement pour vous dire que pour nous, la santé, c'est un aspect essentiel du travail que nous menons et qui est au cœur de nos préoccupations, puisque pour nous, la visibilité qui est au cœur du message du centre et qui est la vocation principale de ce lieu, c'est dans la mesure où elle nous permet de travailler sur l'estime de soi, sur la fierté, et qu'elle nous permet d'engager une démarche positive avec les personnes, avec les usagers et les usagères. Donc, pour le coup, c'est vraiment, même par le biais des autres actions que nous menons, il y a toujours un travail qui vise à renforcer la santé, et nous avons également des actions en direction de la santé. Donc, pour nous, donc, nous sommes dans une politique d'affirmation de soi et de lutte contre les LGBT-phobies, notamment au niveau des représentations sur le corps, sur la santé. Et c'était important pour nous de pouvoir être présents
à cet événement et de pouvoir, je rejoins tout à fait les constats qui ont été faits, de pouvoir bénéficier des échanges et participer aux échanges entre les différents niveaux qui sont entremêlés, qui sont tissés aujourd'hui, aussi bien entre la pratique, la recherche et les associations. Donc voilà, voici une présentation très rapide pour vous dire aussi que sur l'intitulé, une chose que je remarquais sur l'intitulé de la table ronde, sur la bonne physique, peut-on être en bonne santé physique et mentale dans une société hétéronormée et sérophobe? La question est bien posée, est bien posée dans le sens où c'est la société hétéronormée et sérophobe qui est un problème, mais c'est précisément ce sur quoi nous travaillons avec les personnes qui sont victimes de cette hétéronormativité et de la sérophobie, et que précisément il y a toujours un jeu difficile à trouver entre accompagner les personnes qui sont victimes et favoriser la promotion de soi, mais tout ça, ça nécessite aussi qu'il y ait une affirmation qu'il y ait un rejet de l'hétéronormativité et de la sérophobie au niveau social, et que les mentalités changent et que les pratiques des uns et des autres évoluent. Donc il faut toujours être en contact permanent avec les acteurs locaux et plus largement, qui travaillent autour de ces questions-là et qui peuvent nous aider sur ces axes-là. La première intervenante qui est ici avec nous aujourd'hui, c'est Natasha Chetcuti-Ozorowicz, qui est chargée d'enseignement à Centrale Supélec et l'Université libre de Bruxelles, et qui va parler plus particulièrement des lesbiennes, avec donc un intitulé qui est « Des oubliés de la prévention, parcours de vie et santé sexuelle chez les lesbiennes en France ». Alors merci beaucoup d'abord de l'organisation et de ce colloque et de ces discussions. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est une contribution qui est liée, qui articule 3 enquêtes en fin de compte. Une enquête que j'ai menée entre 2010 et 2012, une enquête qualitative auprès, alors il y a beaucoup de quantitativistes ici, on parle de FSF, donc de femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes, autrement dit un corpus de personnes qui ne s'identifiaient pas forcément lesbiennes, d'autres qui s'identifiaient comme telles, mais en tout cas, tout avait en commun d'avoir des rapports sexuels avec des femmes, et de milieux sociaux diversifiés et de milieux aussi géographiques diversifiés en France. Donc cette enquête, je l'avais menée dans le cadre d'un contrat postdoctoral à l'INSERM pendant 2 ans. Cette enquête, elle a été croisée avec des données quantitatives, notamment les données de l'enquête Contexte sur la sexualité en France. Et donc ça, c'est les premières données. Troisième source, elle émane d'un article qu'on a coécrit avec Gabriel Girard, où on a croisé à la fois ces données d'enquête qualitative avec les siennes auprès de trajectoires de jeunes, jeunes gays de 17 à 35 ans, ça dépend ce qu'on entend par la notion de jeune après. Mais, donc il avait réalisé entre 2005 et 2008, si je ne m'abuse. Par ailleurs, et pour toujours en savoir plus, mais là je ne l'ai pas écrit sur la diapo, mais avec Annie Welter, qui est là-bas au fond, nous avons fini enfin un article tiré des données de l'EPGL, qui est soumis maintenant à évaluation, puisque c'est comme ça qu'on fait les revues scientifiques. Donc je n'ai pas pu évidemment le référencer ici, mais vous aurez beaucoup plus de données plus contemporanéisées dans cet article. Donc, première chose, avec Gabriel, quand on a comparé les trajectoires, et c'est important de le saisir pour comprendre aussi les enjeux en termes de santé publique, quand on a comparé les trajectoires gays et lesbiennes pour une génération qui s'est construite avant la légalisation du mariage dit pour tous, eh bien, ce qu'on a pu voir, c'est que la contrainte à l'hétérosexualité, et c'est pas évidemment neutre sur l'accès aux soins, pèse dans tous les cas, dans l'entrée dans la sexualité auprès des jeunes gays et lesbiennes. Pour autant, les manières de se situer et de se penser à partir de cette contrainte, eh bien, vont émerger différemment selon justement des positions de genre qui construisent pas les mêmes économies subjectives de départ. Et des relations de genre qui vont peser différemment dans les parcours gays et lesbiens et qui vont avoir pour conséquence une contrainte à l'hétérosexualité plus forte pour les lesbiennes que pour les gays. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un cumul de rapports socio inégalitaires. On pourra revenir sur ce point tout à l'heure, je ne vais pas tout développer là maintenant, mais en tout cas, dans les parcours lesbiens, ce qu'il y a de spécifique, c'est que, par exemple, on constate beaucoup plus de parcours
progressif. Qu'est-ce que j'entends par parcours progressif? Donc en gros, chez les lesbiennes, j'ai fait une typologie de 3 types de parcours: parcours exclusif, parcours progressif, parcours simultané. Les parcours exclusifs sont les parcours de lesbiennes qui n'ont jamais eu de relations sexuelles avec des hommes. Bon. Les parcours simultanés sont les parcours où il y a eu simultanément des trajectoires hétéro, ou des relations hétéro et des relations lesbiennes en début de parcours. Et les parcours progressifs, qui sont les plus majoritaires, sont les parcours où il y a eu justement soit des vies conjugales, soit des relations diversifiées avec des hommes, avant que vraiment la trajectoire ne devienne exclusive. C'est important à voir parce que dans les parcours gays, dans les trajectoires gays, on remarque que les parcours progressifs sont beaucoup moins importants. Une fois qu'il y a eu une entrée dans la sexualité avec un homme, dans beaucoup de situations, en tout cas, le parcours reste exclusif. Donc, c'est ici qu'on voit bien que la contrainte à l'hétérosexualité pèse de manière beaucoup plus forte chez les lesbiennes, avec une déqualification de l'homosexualité qui n'est pas la même selon les trajectoires. On peut dire que chez les gays, les identifications sociales et culturelles préexistent, même si elles sont sous forme négative. Bien sûr que se positionner ou se construire quand on entend sale pédé dans la cour d'école, c'est pas terrible, mais en même temps, ça reste une référence contre quoi on peut se construire. Et concernant l'initiation à la sexualité, les parcours des jeunes gays sont marqués par une ambivalence entre la socialisation à un modèle de virilité hétéronormé et la crainte de perdre ses privilèges. Du côté des parcours des jeunes lesbiennes, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont caractérisés, et encore aujourd'hui, malgré la légalisation du mariage et tous les débats houleux, on ne va pas y revenir dessus aujourd'hui, mais voilà, dont le contexte politique sait très bien se saisir. Mais en tout cas, les jeunes lesbiennes sont majoritairement marquées par un manque de référence ou carrément un déni du lesbianisme ou une instrumentalisation du lesbianisme. Par exemple, moi, j'avais fait toute une recherche aussi qui a été publiée sur l'usage du net. Si vous tapez sur le net sur Google, le net, voilà, lesbienne ou gay, lesbienne, vous allez vous retrouver dans les 3/4 du temps par des sites référencés, des sites pornographiques qui ne sont pas du cinéma porno lesbien, hein, j'entends bien. Alors que si vous tapez gay, vous allez tout de suite trouver les associations de lutte contre le sida, etc., etc. Ça ne construit pas les mêmes référencements quand on est jeune, quand même. Donc, on voit bien qu'il y a des effets, hein, à la fois du côté des normes qui sont quand même moins gratifiantes dans l'un ou l'autre des parcours et qui vont construire des subjectivités gays et lesbiennes différentes. Autre point important, j'insiste puisque justement on articule aussi la question de la position sociale ou de la classe sociale, je pourrais dire. On voit aussi qu'il y a une hétérogénéité des répertoires des possibles en termes de coming out qui dépendent aussi des positions sociales et au fond qui remettent en question ce qu'on a nommé l'idéal démocratique des classes moyennes, qui laisserait à penser que pour se sentir bien, il faut au fond se révéler, il faut se dire. Donc, on voit aussi que la propension à stipuler de cette universalité de l'énonciation est relativisée au prisme des rapports sociaux de classe, où, sans vous étonner, imaginez-vous bien qu'il est plus facile de se dire lesbienne ou gay quand on appartient aux classes moyennes à haut capital culturel que quand on habite les classes supérieures à haut capital économique et à forte obédience catholique, par exemple. Voilà. Donc voilà, une fois dit, c'est important ces éléments pour comprendre aussi comment se structurent les parcours de santé. Alors je ne vais pas revenir sur l'état des enquêtes depuis 20 ans sur la question sur la santé lesbienne, parce qu'on n'a pas le temps. En tout cas, à la moitié, là, vous êtes. Déjà, oh là là. Bon. En tout cas, à partir donc les incidences, donc je me suis interrogée justement de l'effet de cette contrainte spécifique dans les parcours lesbiens dans les parcours d'accès aux soins, notamment gynécologiques. Alors, première chose que j'ai pu constater, donc c'est important aussi de voir comment, quand j'ai mené cette enquête, j'ai lancé l'invitation à participer à l'enquête dans des supports très diversifiés qui allaient de BIBA aux associations, aux communautaires gays et lesbiennes, etc., etc. Et de fait, d'avoir diversifié les sources d'approche, non seulement, évidemment, ça a diversifié les parcours, je n'ai pas eu que des parcours politisés, mais aussi des manières de s'énoncer dans le registre, dans la reconnaissance liée au lesbianisme très différents. Du coup, 3 parcours, 3 types de bisexualité sont, et c'est important sur la question de la santé, donc des femmes qui seront reconnues dans cette enquête, une bisexualité libertine. Alors, la bisexualité libertine, c'est les femmes qui vivent des relations, qui sont engagées dans des relations hétérosexuelles, qui pourtant ont des relations sexuelles avec des femmes
mais qui, par exemple, ont des sexualités de type échangiste. Bon. La sexualité que j'ai qualifiée d'affective, c'est plus proche des parcours simultanés. Ce sont des femmes qui s'engagent dans des relations amoureuses et sexuelles successives avec soit un homme, soit une femme. Et enfin, la bisexualité contrainte, c'est justement cette bisexualité de femmes qui ont toujours été attirées par des femmes, mais qui, en tout cas en début de parcours, ont des pratiques hétérosexuelles liées à la contrainte hétérosexuelle. Alors, ces 3 parcours ont des incidences sur, justement, le rapport aux IST et aux consultations gynécologiques. Premièrement, ce qu'on aperçoit, c'est que le risque de transmission VIH est surtout pris en compte pour les femmes qui ont un nombre important de partenaires. Donc, le premier parcours dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a l'idée que les tests VIH sont liés au nombre de partenaires et à la crainte souvent évoquée d'un risque de transmission des IST en général. À l'inverse, très peu de femmes n'ayant que des rapports avec des femmes, donc bien sûr déclarent très peu l'usage de préservatifs, quel que soit le parcours sexuel antérieur, mais aussi on voit bien que dans les parcours exclusifs de lesbiennes, ou à partir du moment où des lesbiennes se nomment comme telles, donc même dans les parcours progressifs, eh bien, on constate un niveau largement inférieur d'accès aux soins gynécologiques que pour les femmes hétérosexuelles ou dans le cadre des parcours bisexuels dont je parlais tout à l'heure, affectifs. Alors, par contre, elles consultent, voilà, toutes les femmes, des médecins généralistes ou spécialistes de notre champ de médecine. Pour autant, dans ce corpus, qu'est-ce qu'il y a ? Un quart, j'ai pas fini. J'ai fini ma phrase. Grâce à moi, vous aurez un peu plus de minutes. Tant mieux. Mais c'est parce que c'est très intéressant. Un quart... Je n'osais vous le dire, continuez sur la même pertinence. Un quart de ce corpus qualitatif n'avait jamais consulté un médecin au cours de leur vie, et on est chez les 17-35. Les femmes dont les pratiques sont exclusivement lesbiennes, par conséquent, ont des niveaux inférieurs d'accès aux soins gynécologiques que les femmes bisexuelles, quelle que soit la qualification qu'on leur donne, ou hétérosexuelles. Et un certain nombre de facteurs ont été révélés à l'analyse des entretiens qui peuvent contraindre à l'accès aux soins. Alors, d'une part, il y a la combinaison d'abord de réponses, on en a parlé un peu tout à l'heure en première partie de ce colloque, mais une combinaison de réponses inadaptées de la part des professionnels de la santé et donc de la difficulté à parler ouvertement du lesbianisme. Je vais quand même vous donner un extrait d'entretien parce que c'est assez éclairant. Et la majorité de celles qui ont eu accès à des soins gynécologiques en ont parlé en termes de manque de compréhension de leur situation de la part des praticiens ou de réponses inappropriées en fonction de besoins réels. Juste, je vous donne 2 exemples qui vont illustrer ce que je viens de vous dire. Donc, une des personnes que j'ai interrogées, elle décrit sa difficulté à accéder aux services gynécologiques et de parler ouvertement de son lesbianisme. Elle dit... Alors, je lui demande si elle voit un médecin régulièrement. Non, pas régulièrement. Je n'aime pas vraiment les médecins, mais j'en vois de temps en temps. Et vous lui avez parlé de vos relations avec les femmes ? Non, parce que je ne me sens pas encore prêt. D'ailleurs, elle dit prêt pour prête, mais bon. J'ai un peu peur des réactions. J'ai peur de son jugement, qu'il soit homophobe, qu'il puisse changer de comportement avec moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Second temps, c'est quand intervient la question de la gynécologie dans ces parcours lesbiens, c'est quand arrive le désir d'enfant. Donc on revoit là aussi une légitimité à revoir un médecin, puisque la question de l'orientation sexuelle disparaît au profit d'une norme de la reproduction qui paraît plus entendable. 3 minutes. Ok, donc, bien. Bon, mais quand même, juste pour finir. Alors, je finis sur un exemple. Autre exemple qui est un frein aussi d'accès et qui revient très souvent, c'est quand il y a une non-conformité justement aussi au genre présupposé attendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une corrélation entre le fait, déjà d'être lesbienne, c'est compliqué, d'être femelle de l'espèce, femelle opposée à mâle, et d'être par exemple butch, pour ceux qui ont les codifications internes à ce langage. Donc en tout cas, de ne pas respecter cette adéquation. Je vous donne un exemple et je finirai là-dessus. Une personne, toujours une enquêtée, qui raconte... La gynécologue vient l'accueillir dans la salle d'attente. Valérie, c'est son pseudonyme, voit bien à l'allure générale de la gynécologue qu'elle est un peu surprise, arrêtée parce que celle-ci a une présentation masculine et a failli lui dire « bonjour monsieur », ce qui lui arrive très souvent dans la vie par ailleurs. Et s'est ravisée au dernier moment. Enfin, elle reçoit Valérie. Elle l'examine et là, elle constate que Virginie ne s'épile pas. Donc, observe sa pilosité et elle s'étonne. « Je suis un peu embêtée par cette pilosité. » Valérie répond à la gynécologue et lui explique qu'elle ne s'épile plus depuis plusieurs années par choix et que cette pilosité est existante depuis la puberté. Mais justement, quand vous étiez adolescente, n'avez-vous pas fait d'examen endocrinien ?
lui dit-elle. Elle lui explique que non, qu'il n'y avait aucune raison, que tout allait très bien. Elle continue ensuite son examen, elle lui dit que tout va bien, et elle lui dit, on va quand même faire un bilan hormonal pour vérifier si vous êtes en ménopause ou préménopause. Elle a à l'époque 44 ans. Et quand la patiente regarde l'ordonnance, en arrivant chez elle, elle s'aperçoit qu'elle a fait doser oh mince, c'est ça. Il faut aller très vite. Alors bon, voulant vérifier sur Internet, car elle comprend que ça n'est pas pour des raisons de contrôle gynécologique, et constate que proche de la ménopause, le taux de testostérone peut augmenter, et ça se remarque avec une aggravation de la voix, masse musculaire augmente, etc. Et la patiente se dit que tous ces symptômes ne viennent pas d'arriver, puisque ça a toujours été le cas. Et elle se dit que si ce taux est élevé, la gynécologue pourra interpréter ces examens à l'aune d'une vision biologisante de l'ordre des sexes qui contredit le féminin en imposant une conception anormale de la dite féminité. Bon, alors il y a plein d'autres récits comme ça qui font face à face à des réponses totalement inadaptées et qui vont construire des freins à l'accès aux soins gynécologiques. Je peux conclure. Donc, pour finir, on peut dire qu'on voit qu'il y a un processus social qui n'échappe pas évidemment aux praticiens, mais qui n'échappe pas non plus aux scientifiques. Toute l'approche féministe matérialiste a montré aussi comment les scientifiques étaient très androcentrés, mais là aussi qui n'échappe pas à une norme sociale dominante, hétérosexuelle, monogame aussi, et androcentrée, ce qui conduit l'ensemble de ces parcours diversifiés chez les femmes, donc les FSF, comme on dit chez les démographes, à être réticents à consulter des professionnels médicaux pour des raisons gynécologiques, par peur qu'elles soient jugées négativement, et qui est une crainte qui n'est pas infondée. D'autre part, on voit aussi que cette norme conduit également certaines femmes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et avec des femmes à s'engager dans des réseaux plus anonymes, sexuels, et à être moins susceptibles d'être incitées par les professionnels de santé à procéder à des tests de dépistage, sans doute parce qu'il y a sous-déclaration de leur diversité de la vie sexuelle. Et pour finir, donc on voit ces profils diversifiés. Tout à l'heure, Gabriel parlait ce matin de la nécessité, évidemment, du développement de la recherche et des postes. Bien sûr, nous savons très bien ce que c'est. Mais en ce qui concerne la recherche, je vais vous donner une anecdote de fin pour vous dire quand même l'aveuglement aussi des politiques de santé publique sur ces questions. Quand j'ai fait ma demande de postdoctorale à l'INSERM, enfin, c'était rattaché à l'INSERM, financé par, je ne vais pas dire l'agence ici, mais... En tout cas, il y avait quelque chose du côté qui était inaudible en 2010, c'est que faire une recherche financée sur les lesbiennes, c'est inimaginable, parce que c'est une population, d'abord numériquement, on ne sait même plus comment la trouver, mais elle n'existe pas sociologiquement. Il y a quelque chose d'un impensé sociologique aussi. Donc pour avoir un financement, il fallait que je rajoute le terme « bi » à lesbienne. Autrement, je n'aurais pas eu ce financement. Mais c'est assez éclairant aussi, au fond aussi, des impensés autant scientifiques, politiques que sociologiques. Merci. Je vais très vite. Merci. Merci beaucoup et bravo d'avoir réussi à respecter les délais impartis. C'est un effort que nous allons d'ailleurs aussi attendre de nos autres intervenants. Et donc je me retourne vers Michael Heusermann, qui est chargé du projet de santé gay pour l'association Dialoguet, qui est basée à Genève. Donc merci d'être venu jusqu'à nous. Autour d'une intervention sur l'impact de l'hétéronormalité et de l'homophobie sur la santé des hommes gays et bisexuels, avec l'expérience du projet Santé Gay de Genève. Donc, je vous laisse la parole. Merci de l'invitation à participer à ce colloque, et j'aimerais remercier très sincèrement, parce qu'il est présent ici, Zhen Wang, qui va intervenir demain, qui est le chercheur principal du projet Santé Gay, qui est un projet de recherche-action, et dire clairement que sans lui, ce projet n'existerait pas. À la question qui nous est posée dans cette session, est-ce qu'on peut être en bonne santé physique et mentale dans une société hétéronormée et sérophobe? Les recherches que nous avons menées et les projets que nous avons initiés nous répondent que c'est très difficile. Je vais vous montrer quelques données seulement de ce projet. Je vous signale qu'une série d'articles scientifiques existe, disponibles sur PubMed, en cherchant avec le nom de Wang Zhen, et que nous avons enfin le projet à dialoguer cette année pour nos 35 ans,
de mettre en ligne une vulgarisation de ces recherches et des projets que nous avons montés à partir de là. Il y a eu 3 enquêtes qui ont été menées depuis 2002 dans le cadre de ce projet sur la communauté gay et bisexuelle de Genève et de la région. Et ces 3 enquêtes nous montrent que les hommes gays et bisexuels de Genève souffrent de problèmes de santé psychique, de santé physique, de difficultés psychosociales, et ceci de manière disproportionnée par rapport aux hommes hétérosexuels du même âge et indépendamment de leur statut sérologique au VIH. C'est dans l'autre sens. Alors, je commencerai par les données sur la violence. Là, on est plutôt dans des questions d'homophobie que d'hétéronormativité. Ce que vous voyez là en jaune, c'est la situation en 2002 et en vert en 2011. Ça ne dit pas grand-chose comme ça, mais en fait, ces chiffres nous montrent donc d'une part que les violences ne diminuent pas, qu'elles soient verbales, physiques et sexuelles, et que globalement, ça représente que les hommes gays et bisexuels sont 3 à 4 fois plus souvent victimes de violences que les hommes de la population générale en Suisse. Ce chiffre ou ce facteur de 3 à 4, en fait, dans tout ce que je vais vous montrer, on n'a pas toujours des comparaisons, mais on a montré que c'est au minimum 2 fois plus touché, jusqu'à 5 fois dans le cas du suicide. Je vais y revenir. Évidemment, ces injures, ces mises à l'écart, ces coups et ces blessures physiques et morales, ces abus et viols ont un impact sur la santé et sur les prises de risque des hommes homosexuels, non seulement sur leur santé physique, mais aussi sur leur santé psychique et leur estime d'eux-mêmes. Ce tableau-là, oui, vous avez le titre, je ne l'ai pas, représente les résultats synthétiques en termes de risque de santé et de morbidité des hommes gays et bisexuels de Genève. Vous le remarquerez qu'il est frappant de constater que des problèmes de santé physique et psychique dont on ne parle pratiquement jamais sont plus prévalents que les IST et le VIH. Le domaine de santé, où il paye le plus lourd tribut, est celui de la santé psychique, l'anxiété et la dépression, mais également la consommation de substances, alcool et tabac compris, et évidemment aussi celui de la suicidalité. Pour vous présenter ces données en santé psychique d'une autre manière, nos enquêtes ont montré qu'il y avait 35% de notre échantillon qui souffrait d'un trouble clinique dans l'année qui a précédé l'enquête, 25% supplémentaires de symptômes importants, et en fait que 40% de la communauté homosexuelle était en bonne santé psychique. C'est l'occasion pour moi de vous montrer qu'une enquête similaire, je cite ici un travail qui a été réalisé aussi en Suisse romande sur la santé des femmes qui ont du sexe avec des femmes lesbiennes et bisexuelles. Sylvie Berru, qui a mené ce travail avec Profa du canton de Vaud, est aussi présente dans la salle, là au fond, si jamais vous avez des questions. C'est le seul diapo que je peux montrer parce que je n'ai pas le temps. Les recherches aussi qui existent au niveau international sur les personnes trans montrent que là, la situation est encore pire. Ces principaux troubles et risques en santé mentale s'installent très vite dans la vie. Là, vous voyez les principales étapes du coming out pour le groupe des moins de 25 ans à Genève. Et vous voyez ici à quel âge apparaissent, c'est des âges médians, les principaux troubles dont on a parlé parmi ceux qui en souffrent. Donc l'anxiété, c'est 10 ans, dépression, 16 ans. Et au niveau des tentatives de suicide, c'est à 18 ans. La médiane des tentatives de suicide, ça veut donc dire que la moitié des tentatives ont eu lieu avant, l'autre moitié aura eu lieu après. Ça montre aussi ce tableau qu'effectivement des actions de prévention sont possibles, en particulier dans les écoles, puisqu'on peut définir là le niveau primaire, secondaire et post-obligatoire. Donc c'est vraiment... il y a un travail à faire dans les écoles. J'ai passé le temps. Ça montre aussi qu'à première vue, on peut se dire, parce qu'on a vu un progrès dans l'âge, si on voit la première annonce à l'entourage, donc le coming out proprement dit,
a effectivement rajeuni par rapport aux gays plus âgés. Vous ne le voyez pas sur ce tableau. C'est à première vue une bonne nouvelle. Effectivement, c'est vers l'âge de 17 ans et demi qu'aujourd'hui, un jeune gay, un jeune bisexuel, et généralement essentiellement les jeunes gays, vont annoncer à une personne de leur entourage pour la première fois qu'ils pensent l'être ou qu'ils le sont. Ça rompt l'isolement social et ça ouvre une possibilité de soutien. Mais simultanément, si les choses se passent mal, en particulier avec la famille, éventuellement avec les amis, ça met ces jeunes dans une situation à risque très élevé, puisqu'à ce moment-là, ils sont totalement dépendants de leurs parents. J'en viens à un tableau qui est un résultat synthétique d'une dernière recherche du projet Santé Gay, où on a questionné les participants à nos enquêtes qui avaient commis une tentative ou plusieurs tentatives de suicide et qui avaient vécu des épisodes de dépression. Quelles étaient, eux, les raisons perçues à leur tentative de suicide ou à leur dépression? Et comme vous le voyez là, les raisons les plus citées sont des problèmes d'amour et de relations, essentiellement des ruptures, mais ça peut être la difficulté à créer une relation, des difficultés à accepter son homosexualité et des problèmes avec sa famille. Et ces raisons nous permettent de revenir à la question posée pour cette session. Parce que si la raison donnée de la difficulté à accepter son homosexualité et celle de problèmes avec sa famille sont clairement en lien avec l'hétéronormalité et l'homophobie, la raison citée de l'amour et de la relation questionne également, à mon avis, certaines normes et valeurs de la communauté homosexuelle masculine en particulier. De nombreux hommes homosexuels reproduisent dans la communauté gay les discriminations dont ils ont été victimes ou témoins, culte d'une masculinité fantasmée, discrimination des hommes considérés comme efféminés, rejet des femmes et du féminin en général, valorisation de l'apparence et du sexe, mise en doute ou dénigrement de la relation amoureuse et de la fidélité entre hommes, difficulté à exprimer ses sentiments et à entendre ceux des autres, cynisme. Je m'arrête là, la liste est longue. Je vais passer, parce que je crois que je n'aurai pas le temps, sur les projets qu'on a mis en place. On n'a plus le temps, hein. Je suis à la moitié. Alors, à ce moment-là, j'ai encore un peu de temps. Alors là, je vais quand même vous présenter quelques-uns des projets que Dialoguer a mis en place depuis qu'on a obtenu les premiers résultats, à partir de 2003. En 2003, on a immédiatement mis en place des ateliers, des groupes de discussion et des occasions de débat dans le cadre du programme Être gay ensemble. L'objectif était évidemment d'amener des thématiques de santé gay au niveau de ces résultats, mais aussi de mettre en réseau social les hommes gays, donc de favoriser la création de réseaux sociaux informels, qui nous paraît être effectivement une des réponses possibles, c'est-à-dire lutter contre l'isolement des personnes et essayer qu'elles créent entre elles des liens d'amitié. En 2005, on a ouvert Checkpoint Genève, qui était en fait le deuxième en Europe après celui d'Amsterdam et qui s'est maintenant développé dans de nombreux pays d'Europe. C'était d'abord uniquement un centre de tests et conseils VIH et IST, mais qui est devenu depuis plus d'une année un centre de consultation en santé psychique qui est très fréquenté et notre objectif, c'est de transformer Checkpoint en une véritable clinique qui soit apte à prendre en charge tous les problèmes de santé des hommes gays et bisexuels. Parce qu'en fait, la mise en place, ça a été dit à plusieurs reprises déjà dans ce colloque aujourd'hui, le service de santé doté de professionnels de la santé gay ou gay-friendly est indispensable à l'amélioration des rapports de confiance et à la communication entre soignants et soignés, et ainsi donc au succès des soins. En 2008, Dialoguer a lancé avec l'Estime, qui est l'association de lesbiennes à Genève, le projet Blues Out, qui était en fait une adaptation pour les populations gays et lesbiennes du modèle de l'Alliance européenne contre la dépression.
ça nous a paru essentiel de travailler de manière, je dirais, classique en prévention de la dépression, c'est-à-dire déstigmatisation, parce que la dépression est stigmatisée globalement dans la société et également dans les communautés, de donner des outils aux personnes, en les incitant à consulter et leur faire comprendre aussi qu'ils n'étaient pas les seuls dans cette situation. Et en parallèle, on a lancé un projet de réseau d'alliés dans les écoles, qui a été complété ensuite par la mise en place d'un programme de prévention de l'homophobie dans les écoles genevoises. Et on travaille aussi en réseau avec les organisations de prévention et de soins du suicide des adolescents, qui est également une de nos activités importantes. Et enfin, en 2015, on a ouvert un projet qui s'appelle Le Refuge, qui est sur la base du modèle français, qui est axé sur le soutien aux jeunes LGBT en difficulté avec leur famille ou à l'école en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. C'est un projet qui est ouvert à toute la population LGBT. Alors, les données que je vous ai présentées démontrent que les hommes gays et bisexuels, et plus largement les populations LGBTI, souffrent d'inégalités de santé. Ça a déjà été dit plusieurs fois ce matin. Mais elles impliquent, à mon avis, que si notre intention est de réellement améliorer la santé de nos communautés à long terme, il nous faut travailler à élaborer des stratégies de promotion de la santé, en particulier de la santé psychique, à mettre en place des projets d'intervention et des actions politiques basés sur les priorités de santé publique et les déterminants sociaux de la santé. La prévention du VIH, des IST et des abus de substances ne suffira pas. C'est un immense défi. Les autorités sanitaires, comme la grande majorité des professionnels des associations, continuent à prioriser le travail de prévention du VIH et des autres IST. Les associations LGBT priorisent encore trop peu la santé dans leurs activités. Et fondamentalement, on peut se poser la question de savoir si les associations SIDA sont aptes à faire ce travail. Au début des années 2000, un groupe d'activistes gays de pays anglo-saxons et de Suisse se sont réunis pour échanger des idées et des visions sur la santé gay sous la direction du regretté Eric Rofees. Je souhaite que ce colloque incite des acteurs de la santé et des organisations LGBT à se lancer dans la promotion de la santé LGBT, à partager, à s'entraider pour répondre ensemble aux réels besoins de santé de nos communautés. Merci de votre attention.